Kiev, le 12 mars 2022. Nous sommes au 17e jour de la guerre en Ukraine. Un drone s'écrase entre deux rangées de maisons. Son envergure d'à peine plus d'1 mètre et l'absence de système d'armes visibles font qu'il passe quasi inaperçu dans l'horreur de l'invasion russe. Ce moment revêt néanmoins une grande importance. Il s'agit d'un Kub BLA, un drone suicide qui peut être dirigé par une intelligence artificielle. Il survole sa zone cible de manière autonome, prêt à s'abattre au bon moment. C'est le présage d'un bond technologique qui changera à tout jamais l'art de la guerre. Des opérations militaires lancées en quelques secondes. Des frappes de drones calculées sans intervention humaine. L'IA déployée dans les airs, en mer et sur terre. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction sera bientôt une réalité. L'intelligence artificielle ne change pas seulement notre façon de conduire et de produire des textes. Elle transforme également les armes que nous utilisons pour faire la guerre. Malgré les efforts internationaux visant à réglementer les armes autonomes, leur essor semble inéluctable. L'industrie de l'armement fait ses choux gras des conflits récemment déclenchés. Pourtant, même certains des plus ardents défenseurs de l'IA nous mettent en garde depuis longtemps. L'IA est beaucoup plus dangereuse que les ogives nucléaires, et de loin. L'IA pourrait-elle faire en sorte qu'un drone choisisse lui-même une cible? On devrait l'en empêcher. Est-ce possible? Oui. Merci. La question est comment la dominer? Celui qui domine l'IA va gagner. C'est extrêmement puissant. Il va falloir l'affronter. Ce n'est pas uniquement en temps de guerre que nous rencontrerons de tels systèmes. Les pandémies, l'agitation sociale et les démocraties qui s'effondrent sont des contextes propices à l'emploi de technologies qui semblent issues de nos dystopies les plus sombres. L'intelligence artificielle favorise la militarisation des services de police américains. Ils se comportent déjà comme des armées d'occupation et ils prennent ce rôle très au sérieux. Ces machines sont censées résoudre les conflits lorsque les humains en sont incapables. Les experts débattent pourtant âprement des répercussions de ces innovations. On a le pouvoir de créer des systèmes d'armes autant que des systèmes capables de faire totalement autre chose, comme lutter contre le changement climatique. En tant qu'humain, on s'attend à ce qu'un algorithme soit précis à 99%. Et on refuse de lui pardonner 1% d'erreur, alors qu'on pardonne aux humains qui se trompent 40% du temps. Ça serait irresponsable de ne pas la développer. La technologie peut être bien plus précise et éviter les pertes civiles. Je ne dis pas qu'on en est déjà là, mais dans certains cas, ça pourrait rendre la guerre plus humaine. C'était le grand espoir, que la guerre devienne pour ainsi dire plus propre. Le problème, c'est que la guerre va toujours être sale. Il va toujours y avoir des morts durant une guerre. L'intelligence artificielle est conçue pour rendre les systèmes d'armes plus rapides, plus précis et plus efficaces. En échange, il faut accepter une certaine perte de contrôle. C'est un compromis dont les gouvernements sont bien conscients, mais aucun d'entre eux ne veut se laisser devancer. La scène internationale est actuellement en pleine mutation. La France, en particulier, milite en faveur d'une architecture de sécurité indépendante pour l'Europe. Il faut ajouter qu'elle dispose d'une industrie de défense très productive.
Nexter est un groupe industriel français de l'armement qui fabrique une vaste gamme d'équipements technologiques militaires. La division robotique de Nexter se consacre à la production de robots pour l'armée, les services d'incendie et les unités spéciales de la police. La France et l'armée française a clairement fait le choix d'exploiter la robotique pour différentes applications. Le transport logistique, la reconnaissance, bien entendu des robots armés. Outre des robots espions, Nexter fabrique des véhicules robotisés de plus grande taille, comme l'Opsio X-20 armé. Ce n'est pas une tâche facile, car le bon fonctionnement des robots terrestres pose de grands défis. La plupart des robots qui sont utilisés actuellement par les opérationnels, les militaires, la police ou le secours sont des robots télécommandés. Donc l'enjeu, c'est d'augmenter l'autonomie de ces robots, faire en sorte qu'ils puissent faire de plus en plus de tâches seuls. Et pour ça, on va faire appel, entre autres, à l'intelligence artificielle. La première chose qui peut arriver sur un théâtre d'opération est que le GPS soit brouillé. On considère ça comme un acquis, que le GPS ne va pas fonctionner et que donc le robot sur le terrain ne sera pas capable de se localiser à partir d'un système de navigation global. C'est pourquoi on travaille en ce sens à développer des fonctions qui vont lui permettre de se repérer dans un environnement même local. Les conflits modernes ont démontré que l'utilisation de brouilleurs constitue l'une des mesures les plus efficaces contre les systèmes d'armes autonomes. L'autonomie des engins de l'avenir découlera de leur capacité à reconnaître les repères, les bâtiments, les routes et la distance afin d'effectuer leur trajet comme le font les humains. L'idée, c'est bien d'avoir une répartition des rôles entre l'homme et le robot. Effectivement, un niveau de relation ou de supervision avec l'opérateur de plus en plus limité, avec une précision néanmoins, c'est que pour des applications militaires, on ne va pas forcément chercher l'autonomie complète. Les militaires veulent garder le contrôle de la mission. Malgré d'énormes progrès, la fonctionnalité des grands robots terrestres demeure limitée et leurs erreurs peuvent être fatales. Même les gens qui se méfient de l'IA voient bien qu'ils ne peuvent pas grand-chose pour l'empêcher de s'imposer. De nouveaux conflits engendrent de nouvelles réalités auxquelles les Européens sont mal préparés. Markus Reisner est un colonel des forces armées autrichiennes. Ses analyses précises de la guerre en Ukraine ont fait de lui un expert recherché. Après de nombreuses missions dans des régions à crise du monde, il a acquis une expérience précieuse en matière de systèmes autonomes au sein de l'entreprise allemande de drones EMT. En 2018, il a publié un livre sur la guerre robotisée. Il y a ce fameux concept de révolution dans les affaires militaires. Si on regarde un peu en arrière dans l'histoire, on voit que les systèmes d'armes ont toujours changé la manière de faire la guerre et même sa nature. L'avion, par exemple, et les armes nucléaires, bien sûr. Motivés par la promesse de systèmes d'armes plus efficaces, les pays du monde entier s'efforcent en nombre toujours croissant d'automatiser leurs armées. Dans cette ruée technologique, les puissances mondiales cherchent toutes à faire valoir leurs innovations. Les États-Unis sont néanmoins les meneurs sur le plan du développement de l'intelligence artificielle. Jane Pinellas a dirigé la division des essais d'intelligence artificielle du département américain de la Défense durant plusieurs années. Elle travaille aujourd'hui au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, un centre de recherche étroitement lié au Pentagone.
L'IA, quand on parle de son usage actuel, tout dépend de la définition qu'on en donne. On peut argumenter que si on définit comme autonome tout système qui utilise l'IA pour une partie de son fonctionnement, alors le département de la Défense utilise l'IA depuis 70 ans environ, comme les torpilles auxquelles on dit « allez là » et qui se débrouillent toutes seules pour s'y rendre. Aujourd'hui, on en est au point où on accepte les machines qui détectent des schémas et des données, comme celles qui reconnaissent les camions qui parviennent à les repérer dans différents scénarios ou d'autres types de véhicules. On se dirige cependant déjà vers un monde où les machines peuvent choisir et appliquer les actions appropriées. Prenons l'exemple du drone israélien Harpy. On l'oriente dans une direction et on lui dit « va dans cette zone-là ». Une fois rendu, le drone est capable de déceler un radar ennemi et de le prendre comme cible sans aucune intervention humaine. Son fonctionnement est semblable à celui des appareils suicides aujourd'hui déployés en Ukraine. On s'interroge depuis des années sur la possibilité d'y intégrer la reconnaissance faciale. L'objectif de nos recherches, c'est la perception autonome, les machines qui raisonnent. Quand on suit quelqu'un près d'un bâtiment et qu'il disparaît, on aimerait que la machine soit en mesure de déduire qu'il est entré dans le bâtiment et qu'il y a donc une personne de plus à l'intérieur. À terme, on voudrait que les machines apprennent sans supervision humaine. Peut-être même qu'elles déterminent ce qu'elles doivent comprendre et qu'elles naviguent et s'instruisent toutes seules. On s'attend à produire dans un avenir proche des machines qui agiraient comme membres à part entière d'une équipe et seraient capables de coopération. Des recherches sont notamment en cours sur les essaims de drones qui pourraient accroître de manière significative la puissance offensive d'une armée. Les progrès dans le domaine de la coopération sont énormes. C'est toutefois bien plus difficile d'enseigner aux machines à tenir compte de questions morales. Ha-Young Moon est roboticienne à l'Université McGill de Montréal. Elle mène des recherches sur les interactions humain-machine et dirige le laboratoire RAISE qui se consacre à l'éthique de la robotique. Les systèmes d'armes létales autonomes peuvent causer des torts physiques d'une façon qui affecte la dignité humaine à une grande échelle. Quand on parle de l'acte de tuer quelqu'un, de lui enlever la vie, certains avancent que mourir de telle façon ou de telle autre, ça revient au même. Plusieurs disent que c'est faux, qu'il y a des façons indignes de mourir et d'autres qui ne le sont pas. Les questions d'éthique sont souvent reléguées au second plan. Ha-Young Moon milite depuis des années en faveur d'une réglementation plus stricte des armes autonomes. C'est une course contre la montre. Je crois que les armes autonomes létales constituent une menace réelle. Cette menace se manifeste déjà dans notre façon de mener des guerres aujourd'hui, et ça risque, selon moi, de devenir bien pire que ce qu'on parvient actuellement à imaginer. C'est pourquoi je pense qu'il est vraiment nécessaire que nos dirigeants mettent en place des systèmes de réglementation. On a besoin d'un mouvement mondial, d'une entente avec la population, car il ne s'agit pas d'un avenir qu'elle souhaite envisager. Plusieurs disent que l'IA n'est pas une arme, parce que ce n'est pas elle qui tue. Mais je ne sais pas, c'est une distinction plutôt philosophique, car même si l'IA n'est pas la balle qui vous atteint, c'est l'instrument qui indique à la balle où aller. La zone grise est partout. Elle se déplace en fonction des valeurs des sociétés qui utilisent tel ou tel instrument.
Alberto Pelliccione est le cofondateur de Reacta, une société de cybersécurité récemment acquise par IBM. Reacta utilise l'intelligence artificielle pour bloquer le piratage informatique. Pelliccione estime que l'IA peut rendre le monde plus sûr, mais il sait bien que ce n'est pas garanti. Il en a pris conscience lorsqu'il travaillait pour l'une des entreprises de piratage informatique les plus notoires d'Europe. Hacking Team était une société dédiée à la mise au point de vecteurs d'infection, de logiciels espions. On pouvait les installer sur des ordinateurs, des téléphones ou des serveurs pour obtenir de l'information. C'était donc purement des outils d'espionnage. Ils interceptaient les fichiers entrants, les messages, les courriels, les photos, la position GPS, tout ce que génère un dispositif. Nos clients étaient essentiellement des organismes d'application de la loi et des services de renseignement qui employaient ces logiciels dans leurs opérations de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme, la traite de personnes ou le trafic de stupéfiants. Les 3 premières années, on avait l'impression, pas juste moi, je crois bien parler au nom de toute l'équipe, qu'on faisait quelque chose de bien, que notre organisme contribuait à améliorer la société, ou à tout le moins, à la rendre plus sûre. Mais le marché de Hacking Team a évolué. Il s'est déplacé vers des pays qui, à l'époque, étaient encore très en retard dans le développement de ce genre de technologie. Des pays qui avaient aussi des valeurs morales et éthiques extrêmement différentes des nôtres. C'est là, du moins pour moi, qu'a eu lieu le grand changement. Des rapports toujours plus nombreux établissent un lien entre les logiciels de Hacking Team et les opérations menées contre des militants et des journalistes. D'après les réactions initiales, mon travail avait un effet positif, mais j'ai commencé à recevoir des échos selon lesquels c'était négatif à 90%. La presse faisait état de certaines choses, mais de l'intérieur, on en voyait clairement d'autres. Personnellement, je ne me sentais plus bien dans ma peau. On a commencé à démissionner les uns après les autres. À l'instar du marché des armes cybernétiques il y a une dizaine d'années, la robotique subit aujourd'hui une vague de changements due à l'apparition de nouvelles technologies et à l'évolution de la situation en matière de sécurité mondiale. Ni l'armée des États-Unis ni les Marines n'ont jugé nécessaire de lever les yeux vers le ciel au cours des dernières décennies. Quand ils intervenaient, c'était clair que le ciel leur appartenait aux Américains. Cette époque est révolue. On a le même problème en Allemagne et dans tous les pays de l'OTAN. Il y a beaucoup de pression pour remédier à ça rapidement. Le Pentagone a attiré dans son orbite plusieurs entreprises du milieu de la défense. Shield AI est l'une d'entre elles. À quoi devrait ressembler une armée en l'an 2030? L'IA devrait tout piloter et manœuvrer, non? C'est l'IA qui devrait piloter ou manœuvrer les avions, les destroyers, les croiseurs, les porte-avions ainsi que les sous-marins. Shield AI est une jeune entreprise américaine de défense lancée en 2015 avec 100 000 $ en capital. Brandon Tsang est l'un de ses fondateurs. Shield AI fabrique le meilleur pilote IA au monde. Qu'est-ce qu'un pilote IA? On peut décrire ça comme une intelligence artificielle qui commande et manœuvre un avion. Ça ressemble beaucoup à la technologie de conduite autonome, mais on l'applique au marché de l'aviation. L'IA exécute la mission sans intervention extérieure. Sa tâche est complexe et c'est elle qui détermine comment l'exécuter. Notre tout premier produit illustre ça parfaitement. C'est un quadricoptère équipé d'un pilote IA appelé HiveMind. Il pénètre dans les bâtiments.
Le système GPS ne fonctionne pas à l'intérieur. On perd vite le contact en fonction de la taille du bâtiment. HiveMind fait passer l'avion par toutes les portes et les fenêtres. Une fois la communication rétablie, il indique aux gens ce qu'il y a à l'intérieur avant qu'ils n'entrent en combinant les données de nombreux capteurs différents et en les traitant avant de réfléchir à ce qu'ils devraient faire. Ancien membre d'une unité SEAL de la marine américaine, Tseng a conçu son produit spécifiquement pour les militaires. Shield AI a obtenu son premier contrat du Pentagone 1 an seulement après sa création. Des projets de l'armée de l'air ont suivi et l'entreprise a ouvert un bureau aux Émirats arabes unis. Shield AI prévoit maintenant d'installer son pilote IA dans de vrais avions de chasse dans un avenir très rapproché. L'IA permet à un avion de voler sans GPS et sans communiquer avec le sol ou avec les autres, en plus de jouir de capacités surhumaines. Il y a une limite à la force G que peuvent supporter les pilotes, alors que les systèmes autonomes ne sont pas soumis aux mêmes restrictions que les humains. La valeur estimée de cette entreprise s'élève aujourd'hui à 2,3 milliards de dollars américains. Son potentiel commercial est énorme. Alors que d'innombrables programmes de développement de l'IA sont en cours aux États-Unis, l'Europe en général et l'Allemagne en particulier se montrent jusqu'ici hésitantes. Cela dit, dans le domaine des technologies connexes, les produits allemands sont très prisés. Les capteurs de la société Hensoldt se retrouvent dans de nombreux systèmes d'armes, des chars d'assaut aux hélicoptères et aux avions, en passant par l'équipement de protection des frontières. Elle fabrique également des systèmes de radar pour les navires de combat. Cette entreprise est toutefois probablement plus connue pour ses contributions à l'avion Eurofighter et au système de missiles antiaériens Iris-T SLM qui a récemment été fourni à l'Ukraine. L'intelligence artificielle joue un rôle très important à nos yeux. Pour traiter les données, on a toujours utilisé des algorithmes, et ce, depuis des décennies. L'IA, ça représente des algorithmes encore plus intelligents et plus rapides. Les avions de chasse de l'avenir seront de plus en plus intégrés dans un réseau de systèmes variés. On peut aussi obtenir de l'information d'autres sources. Il y a aujourd'hui des millions de capteurs dans le monde. Chaque personne qui tient un téléphone portable, qui prend une photo et qui l'affiche sur Instagram, est une source de renseignement pour nous. Grâce à nos systèmes, on peut extraire la bonne information de toutes les données disponibles et la mettre à la disposition de nos clients. La quantité de données impliquées est stupéfiante. Les systèmes d'armes connectées, tels que le système de combat aérien du futur ou SCAF, seraient pratiquement inconcevables sans l'intelligence artificielle. L'IA est donc indispensable aux fabricants d'armes, mais peut-on s'y fier? Quand on suppose que les robots suivent les règles à la perfection, c'est parce qu'on tient pour acquis que le monde réel est aussi net et facile à manipuler que les environnements de simulation. Dans la réalité, quand il neige à Montréal, les voitures autonomes et l'utilisation de capteurs ne sont pas de très bonnes idées. Durant le premier semestre de ma formation d'ingénieur en mécatronique, je devais en fait assembler des robots avec des blocs Lego et apprendre ce qu'est un robot. C'est un ensemble de capteurs, de processeurs et d'actionneurs. Peu à peu, j'ai appris que je pouvais en fait construire des choses très étranges et que personne ne dirait rien. Si je branche un capteur pour qu'il décharge une arme à feu ou qu'il poignarde quelqu'un, il n'y a aucune règle contre la fabrication d'un système du genre. Je trouvais ça bizarre. En raison de ces inquiétudes,
Ah Young-moon décide de ne pas intégrer l'industrie de la robotique après ses études. Elle préfère se consacrer à la lutte pour la réglementation des armes autonomes. Elle travaille comme experte au service du gouvernement canadien et conseille l'ONU dans son processus de réglementation. Bien que les milieux universitaires et les organisations civiles plaident en faveur d'un contrôle accru des armes autonomes, il est souvent difficile de convaincre les gouvernements du danger de celles-ci. Les petits États en particulier exigent une réglementation plus stricte des robots tueurs, mais les puissances mondiales telles que la Chine, l'Inde, la Russie et les États-Unis ont d'autres intérêts. Il semble que nous nous dirigions vers une nouvelle course aux armements toujours plus agressive. Aujourd'hui, la Chine représente le principal défi du département de la Défense. Ce n'est que par l'intégration de l'IA et de la technologie connexe qu'on obtiendra à la fois un avantage sur le plan de l'information et des opérations dans les conflits futurs. Dès 2025, les Chinois vont nous devancer. Et en 2030, ils vont dominer l'industrie de l'IA. La Chine, à ce que j'ai compris, adopte certaines approches que les États-Unis ne sont pas prêts à employer. Je pense que les craintes liées aux robots tueurs sont un peu prématurées. On n'a sans doute pas encore à s'en inquiéter. Ce qui me préoccupe, c'est qu'on soit prêt à temps. Je ne crois pas qu'on devrait être les plus rapides, juste qu'on soit assez rapide et meilleur. Les gens s'inquiètent tellement de commettre des erreurs qu'il faut parfois beaucoup de temps pour bien faire les choses. On est habitué à tester des chars d'assaut, des casques ou des fusils dans toutes les conditions qui pourraient s'avérer pertinentes. Ce n'est pas le cas pour l'IA. Quand la technologie est manifestement plus risquée, il faut apprendre à accepter le risque. C'est une des choses qui m'empêche de dormir. Je crains qu'on n'arrive pas à tirer parti de cette technologie incroyable et transformatrice parce qu'on a des procédures qui ont été adoptées pour de bonnes raisons, mais qu'il est peut-être temps de changer. Nous sommes le 17 mars 2023, au 387e jour de la guerre en Ukraine. On voit ici le travail des drones suicides russes de fabrication iranienne. Depuis des mois, les Russes tentent d'anéantir les infrastructures de l'Ukraine et de démoraliser sa population. Plus à l'est, des tranchées sillonnent la campagne, évoquant le terrible souvenir de la Première Guerre mondiale. Les Ukrainiens défendent leur pays par tous les moyens nécessaires, malgré la supériorité militaire russe. Les drones et les robots disponibles dans le commerce jouent désormais un rôle crucial dans leur lutte. Quand on se fait attaquer, on souhaite protéger son pays, sa famille, sa collectivité, qui ne chercherait pas à avoir l'avantage stratégique. Au bout du compte, on oublie que la technologie peut aussi égaliser les chances. Une des particularités de la question des armes autonomes létales, c'est qu'elles dépendent en grande partie de logiciels. Contrairement à la guerre nucléaire, où on peut suivre la trace des substances physiques précises qui sont nécessaires à la création des armes, les systèmes autonomes létaux n'exigent que des logiciels téléchargeables. Il faut juste une connexion Internet ou une connexion quelconque et on est probablement en mesure d'employer le logiciel de ces systèmes n'importe où dans le monde. Comment en assurer le contrôle par des experts? La puissance des logiciels et leur capacité de transfert et de modification changent radicalement la donne. Ça soulève aussi un nouveau problème. Les États ne sont plus forcément les seuls à pouvoir entrer en guerre. Un groupe terroriste qui met la main sur du matériel spécifique, équipé de bons logiciels, est en mesure de faire beaucoup de tort.
Pensons aux voitures autonomes. N'importe qui peut s'introduire dans leur système et s'en servir comme arme pour aller déposer une bombe au milieu d'une ville densément peuplée. Qui va l'en empêcher? Cette révolution dans l'armement met au jour de nouveaux dangers. Les logiciels intelligents rendent la technologie plus accessible, mais en même temps plus vulnérable. Par ailleurs, il n'y a pas que les machines qui sont susceptibles d'être piratées. Le cerveau humain aussi. Notre vie a progressivement glissé vers un monde numérique au cours des 15 dernières années. Notre téléphone en sait indéniablement plus sur nous que n'importe qui. Et c'est un grave problème. On vit dans un monde qui, je ne veux pas dire qu'il est dirigé par l'IA, mais l'IA a déjà une influence énorme sur nos vies. C'est elle qui suggère ce qu'on devrait regarder sur les services de télédiffusion et ce qu'on achète en ligne. L'IA est omniprésente. Elle n'est tout simplement pas visible pour ceux qui ne travaillent pas dans ce milieu. Après avoir quitté Hacking Team, Alberto Pelliccione a décidé de se consacrer au développement de logiciels de défense militaire. Il y a 10 ans, la surveillance et le vol de données étaient les préoccupations majeures, mais l'IA est en train de révolutionner un domaine voisin, la guerre cognitive, c'est-à-dire l'infiltration des esprits. Le concept de base n'a rien de neuf. Qu'on parle de propagande, de publicité ou d'opérations psychologiques, le but est d'influer sur la façon de penser, en temps de guerre comme en temps de paix. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'efficacité des algorithmes modernes et la manière dont ils modifient notre perception. Pour la machine, peu importe qu'il s'agisse de consommateurs ou d'ennemis. Le cerveau est et sera le principal champ de bataille du 21e siècle. C'est comme ça. Le ciblage, l'hypertrucage, la désinformation générée par l'IA. L'être humain est ce qui alimente l'IA. Et un algorithme affamé en veut toujours plus. Au XXIe siècle, la guerre consiste à conquérir l'espace informatif, décisionnel, avant ou durant le conflit. C'est ça, le facteur décisif. La chose à comprendre, c'est qu'on participe déjà tous à la guerre. C'est par ce qu'on consomme qu'on se forge une opinion. Et c'est en se forgeant une opinion qu'on influence la direction des événements. Plus l'algorithme en apprend sur les gens et se nourrit d'eux, plus il lui est facile de les cibler. Ça n'a donc rien d'étonnant que les pays très peuplés, où la protection de la vie privée est faible, constituent de véritables laboratoires vivants pour les développeurs. La Chine est probablement un des pays qui consacre le plus de ressources à l'étude de l'intelligence artificielle. Et elle obtient d'énormes résultats. Pour créer des algorithmes à partir d'études sur le comportement des gens, la Chine a un bassin de population immense. Avec plus d'1 milliard d'habitants, elle a accès à une quantité folle de données. Elle peut donc entraîner des algorithmes extrêmement compliqués. Ces modèles complexes du comportement humain ouvrent également la voie à de nouvelles façons de faire la guerre. L'armée chinoise parle déjà d'employer l'intelligence artificielle pour s'emparer de Taïwan sans recourir à la force. Les dirigeants du parti au pouvoir à Taïwan accusent la Chine de mener une guerre cognitive dans ses médias sociaux afin d'influencer les jeunes du pays. These regimes actively conduct influence operations to erode our confidence in democratic institutions and freedom. La Russie connaît également l'importance du domaine cognitif. Elle alimente délibérément les doutes pour miner le soutien populaire aux livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. L'Occident réplique bien sûr par ses propres campagnes de contrôle de l'information, mais elles sont accueillies avec un scepticisme historique dans les pays en développement.
Étant donné qu'on estime faire partie d'un système de valeurs occidentales démocratiques, on a tendance à croire que nos guerres sont propres. La question est de savoir si les victimes de nos guerres voient ça ainsi. Le résultat est toujours évident. J'ai effectué des missions un peu partout. Je suis donc allé dans les Balkans. On m'a envoyé en Afghanistan, au Mali, au Tchad, en Afrique centrale et brièvement en Irak. Le point commun, c'est que peu importe le rôle qu'on y joue, la communication est essentielle. Tout est dans la manière de communiquer, dans la perception et le respect mutuel. En Afghanistan, par exemple, j'ai compris que la solution résidait presque entièrement dans la situation de la population locale. Si on voulait un jour réussir à pacifier ce pays d'une manière ou d'une autre. J'avais été affecté aux opérations psychologiques. Ma tâche était d'essayer de comprendre comment ces gens-là pensaient et sur quelle base on devait s'appuyer pour les convaincre des aspects positifs de notre présence. Le problème qu'on constatait tout le temps, c'est qu'on affrontait des mouvements de résistance, dans ce cas-ci les talibans, qui tentaient précisément de creuser des brèches. Prenons l'exemple des attaques à la bombe. Après une de ces attaques, compte tenu du fait que les pays qui avaient envoyé leurs soldats sur place étaient peu disposés à les voir mourir, ces soldats étaient tenus de s'éloigner de la population. Les convois blindés, les drones et les campements qui ressemblent à des forteresses deviennent les moyens de communication de l'Alliance internationale. L'être humain se fait peu à peu remplacer par des machines. C'est le nouveau visage des valeurs occidentales. Herfried Münkler a employé l'expression « société post-héroïque » pour souligner le fait que la société n'est plus prête à envoyer des combattants héroïques à la guerre comme elle le faisait autrefois. Les drones, bien sûr, sont perçus négativement par la population parce qu'ils génèrent un sentiment d'impuissance. La haine s'accroît envers cet occupant contre lequel on ne peut pratiquement rien faire. Il est tout le temps là sans qu'il soit possible de s'en défendre. Évidemment, le fossé entre la population et l'occupant ne fait que se creuser. Ça laisse perplexe quand on voit que la communauté internationale, avec ses valeurs occidentales, a été en mesure de remporter rapidement ce conflit sur le plan militaire, mais qu'elle a échoué à long terme après avoir toujours juré de gagner les cœurs et les esprits de la population. L'intervention a pris fin au bout de 20 ans. On s'est retiré et les talibans ont repris le pouvoir. On est dans la même situation qu'en 2001, mais des milliers de personnes sont mortes. Il faut se demander à quoi ça a servi. Les opérations militaires semblent confirmer que les systèmes robotiques ne sont finalement pas la meilleure solution pour résoudre les conflits de façon durable. Nos gouvernements s'empressent pourtant d'appliquer ce modèle de sécurité déshumanisé sur leur propre territoire. New York, le 23 février 2021. Afin de mettre un terme à une prise d'otage dans le Bronx, les intervenants, qui ignorent ce qui se passe à l'intérieur, décident d'utiliser un appareil expérimental. Cette décision a l'effet d'une bombe. Cet exemple, celui du partenariat entre Boston Dynamics et la police de New York, illustre parfaitement le rôle de la dynamique du pouvoir.
À l'époque, la relation entre la police et les citoyens de la ville de New York faisait l'objet de bien des discussions. On ne peut pas détacher de ce contexte l'utilisation d'un robot à ce moment-là. Si on mettait un chien robotisé dans les rues d'un quartier riche pour assurer la sécurité, ça inspirerait des réactions fortement négatives. La police a donc choisi un endroit dont les habitants n'ont pas grand pouvoir dans la société. Ça a été présenté comme une solution au problème de criminalité dans ces zones-là, sans tenir compte des causes sous-jacentes du crime. L'absence de chiens robots n'a jamais provoqué de crime. C'est donc un autre exemple d'une nouvelle technologie qui, à peine créée, est immédiatement employée pour opprimer les gens. Si on voulait vraiment mettre des robots au service du bien et leur donner une image positive, ce n'était pas le meilleur moment ni le meilleur endroit pour le faire. C'est une des raisons qui explique pourquoi il faut discuter de ces questions-là. C'est important pour les services de police d'avoir des conversations de ce genre, à savoir si c'est approprié d'employer un robot et dans quel contexte c'est pertinent. Une vague d'indignation met fin à la collaboration de la police de New York avec Boston Dynamics, pour l'instant. Bien que cette technologie soit déjà exploitée par d'autres services de police, comme en Allemagne. Avec Boston Dynamics, Ghost Robotics est l'un des fabricants de robots à pattes les plus connus aux États-Unis. Ce n'est pas une vidéo de danse qui rend son chien robot célèbre en 2021, mais bien ces images où on le voit avec un fusil de précision monté sur le dos. Ce qui a débuté comme un projet universitaire revêt des proportions colossales après la commercialisation du prototype. Le robot d'aujourd'hui est plus robuste, plus fort et plus résistant aux intempéries, en plus de disposer de la plus longue autonomie de batterie possible. Cette approche attire rapidement une nouvelle clientèle. L'armée investit dans les premières versions, comme elle le fait souvent dans ce secteur. L'armée avait l'argent nécessaire, c'est tout. Le principal cas d'usage pour l'armée de l'air était quelque chose qu'aucun d'entre nous n'aurait cru utile, c'est-à-dire de surveiller ses bases. Il s'agit d'installations de quelques centaines d'hectares, avec des rochers, des buissons et des arbres. Croyez-le ou non, il y a du monde qui s'égare là. On procède aussi à des essais avec les chiens robots pour les patrouilles frontalières. Cette technologie suscite également de l'intérêt dans d'autres domaines. Plusieurs autres agences gouvernementales évaluent actuellement le robot. Les Marines, l'armée de terre et certaines des agences à 3 lettres. Mais le robot est classé IAR 99. Ça veut dire qu'on peut le vendre à n'importe qui. Ghost Robotics n'est pas une entreprise d'armement, mais elle n'exclut pas la possibilité d'équiper son produit d'armes. Le gouvernement des États-Unis a soutenu notre existence. Il a le droit de demander ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous qu'il incombe de prendre ce genre de décision. C'est pour ça qu'on se fie davantage aux décideurs et à leurs politiques qui dictent et régissent la manière dont ces technologies peuvent et doivent être employées. Juin 2023. La guerre en Ukraine fait rage depuis plus de 460 jours. La contre-offensive ukrainienne est bloquée dans les champs de mines de l'armée russe. Les chars d'assaut y sont des cibles faciles pour l'artillerie, les hélicoptères et les drones suicides. Malgré le recours aux armes occidentales de haute technologie, tout semble être comme avant. Il y a des gens qui meurent et des gens qui tuent avec l'aide de machines. Les guerres seront toujours sales.
Le grand espoir des 20 dernières années, c'était que la guerre devienne quasiment propre, avec l'emploi de systèmes d'armes de précision, éventuellement dotés d'une certaine intelligence. Quand on regarde ce que les soldats vivent sur le terrain, on constate que la guerre n'a pas changé. Je crois que bien des gens ont compris, à cause notamment du conflit en Ukraine, que même si l'avenir de la guerre va donner lieu à des développements technologiques qui présentent des avantages pour l'un ou l'autre des opposants, au bout du compte, ça reste pareil. C'est une guerre sale. La mort et la souffrance sont exactement les mêmes qu'il y a des centaines d'années. En dépit de ses promesses, l'intelligence artificielle ne change pas l'essence de la guerre. Des systèmes intelligents capables de fusionner plus efficacement l'information et les données des capteurs sont déjà employés en Ukraine. Jusqu'à présent, ils n'ont fait qu'accélérer le carnage. Les logiciels de la société américaine Palantir en sont un exemple. Notre rôle en Ukraine a fait l'objet de bien des discussions auxquelles je n'ajouterai rien. Mais l'ancienne méthode pour viser une cible sans algorithme est manifestement déficiente. Quand on va au combat avec de la vieille technologie, même si on dépense 65 milliards par an et qu'on a des combattants très accomplis comme en ont les Russes, si l'adversaire sait installer et mettre en œuvre l'IA et les systèmes numériques pour viser une cible, on est très désavantagé. Entre de bonnes mains, les logiciels d'identification des cibles constituent des outils puissants, mais les algorithmes nécessaires sont très complexes et difficiles à entraîner, puisqu'ils doivent respecter d'innombrables règles militaires, éthiques et de droit international. Il y a des règles précises qui s'appliquent. Le principe de proportionnalité et celui de distinction. Le respect de la dignité humaine, les notions du pardon et de la pitié. La grande question est, une machine en a-t-elle la capacité? Parce qu'elle ne peut pas appliquer la raison pour évaluer une situation. Elle l'analyse comme le fait un circuit imprimé. Ça veut donc dire tirer sur l'organisme à combattre jusqu'à ce qu'il soit mort. Afin d'éviter que la machine ne commette des erreurs catastrophiques, la responsabilité ultime de toutes les décisions de vie ou de mort doit toujours revenir à un être humain. En concevant ces systèmes, on doit veiller à ce que le public puisse comprendre concrètement ce qui se passe. Quand on parle précisément de l'autonomie et de l'utilisation de l'IA afin d'être plus rapide, c'est un peu absurde d'exiger qu'un humain dise oui ou non à la fin du processus parce qu'on perdrait de la vitesse. Si l'ordinateur a presque tout fait lui-même et qu'il dit « j'ai vérifié que c'est bien l'objectif pour telle et telle raison », pourquoi on le remettrait en question? L'être humain n'est-il donc plus qu'un des rouages d'une machine à tuer autonome? Je ne crains pas vraiment un scénario à la Terminator. Ce qui m'inquiète, c'est la possibilité d'une guerre éclair, par exemple. Ce concept de guerre éclair s'inspire de celui des crash éclairs, qui se produisent quand plusieurs algorithmes interviennent dans les échanges sur un marché boursier. Et à la suite d'un événement imprévu, ces algorithmes font que le marché s'effondre. L'idée de la guerre éclair est la suivante. Si différents pays, différents États ont tous des systèmes d'armes hautement autonomes, en l'absence d'une forte supervision humaine, on pourrait se retrouver dans une situation où ces systèmes d'armes réagissent les uns aux autres et déclenchent pratiquement une guerre ou un conflit militaire que personne ne souhaitait. Le problème, c'est la course aux armements. Dans la situation actuelle, quand un pays dispose d'un système supérieur à celui des autres, ceux-ci tentent bien sûr de le rattraper. La guerre éclair, la perte totale du contrôle sur l'intelligence artificielle, est un scénario d'horreur qu'il faut empêcher. Les grandes puissances sont conscientes des risques liés à cette évolution technologique. Mais l'escalade des tensions pourrait faire passer le danger à un niveau supérieur, l'affrontement nucléaire. À aucun moment au cours du projet Manhattan, du moins officiellement, les techniciens n'ont dit « ce qu'on est en train de créer peut détruire le monde ».
Ce n'est qu'après le lancement des premières bombes atomiques qu'Oppenheimer s'est montré critique envers lui-même et s'est décrit comme le destructeur des mondes. Ce qui complique tout, c'est qu'on ne connaît pas encore l'impact que va avoir l'intelligence artificielle. Pas juste sur la guerre, mais aussi sur la société en général. Il arrive qu'on se trouve dans une situation où tout le monde est en partie responsable de tout. Dans le cas de ces systèmes d'armes, c'est la direction qu'on semble emprunter. Il faut une vision directrice pour que tout ce qu'on fait soit conçu de façon responsable.